Hello everybody and welcome. Bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Depuis que j'ai commencé ce podcast, il y avait plusieurs humoristes qui m'ont dit que je devrais parler avec Verino. Et finalement, j'ai compris pourquoi tous ces humoristes me disaient ça. C'est parce que rapidement, Verino et moi, on a eu une conversation de quasiment 2 heures. Donc, exceptionnellement, cette fois-ci, je vais faire ce podcast en 2 parties. Verino Part 1 et Verino Part 2. Et dans cette première partie, on a parlé en fait pas mal de quelque chose qu'on a en commun, qui est le fait d'être père, et qui est un peu rare dans ce milieu finalement. Et je sais ce que vous vous dites peut-être, ah putain, on n'a pas besoin d'écouter toutes les choses sur le fait d'être papa, on n'a rien à battre. Mais j'étais comme vous, ok? Mais je vais vous expliquer pourquoi on devient fier quand on est papa et pourquoi on a envie d'en parler. Imaginez tout le sperme que vous avez négligé pendant des années. Imagine qu'il lui pousse des jambes, il se met à parler. Vous aimeriez partager ça sur Facebook aussi et aussi dans le podcast. C'est un miracle. Donc voilà, la première partie du podcast avec Verino. Bonne écoute. C'est bizarre à la fois justement parce qu'on se connaît. Entre nous, mais on se connaît pas. Et en fait, on se connaît pas du tout, quoi. Ouais. Moi, je sais pas d'où tu viens. Je sais que t'as un accent, donc j'imagine que t'es pas français, tu vois. Ouais. Non, mais tu sais d'où je viens quand même. Je sais que tu viens des États-Unis, mais je ne sais absolument pas pourquoi t'es là, comment t'as débarqué. Est-ce que t'es tombé amoureux d'une nana française et que tu t'es dit je vais arriver là, et puis je suis bien obligé de faire du stand-up parce que c'est ce que je faisais jusqu'avant. Ou alors est-ce que t'étais trader et que du coup t'as tout abandonné, et puis aux États-Unis, bon, le niveau il était quand même élevé. Je vais aller dans un pays pourri, la France. Tu vois, je sais pas. Ouais. Donc, alors c'est quoi l'histoire? Ah, cool. C'est la première fois que quelqu'un me pose autant de questions de lui. Ouais, en fait, moi, j'ai grandi à New York. Ouais. Ça fait tellement ça. J'ai grandi à New York. Oui, non, je sais, j'ai grandi à Nancy, moi. Pour nous, c'est normal, tu vois. Ouais. Bon, parce que pour nous, quand tu dis tu viens de la France, déjà, c'est chic. C'est hyper surtout Paris, tu vois, tu dis, oh là là, tu vois. Et, non, j'ai grandi dans le banlieue nord de New York. Ouais. Un endroit qui s'appelle Westchester. Et, ça fait 10 ans que je suis en France et j'ai fait mes études, aux États-Unis. J'ai fait aussi du stand-up aux États-Unis. Après, j'ai rencontré une Française, une Toulousaine. Et je suis venu en France, à Toulouse, pendant longtemps, j'étais à Toulouse. C'est bizarre pour un Américain d'arriver à Toulouse. Oui, exactement. Tu sens que ça sent pas la victoire, quoi. J'en parle dans mon spectacle, en fait. Mon spectacle en français, justement, c'est vers le début, j'ai dit, j'ai quitté New York pour un endroit qui s'appelle Perdre, quand même, tu vois. C'est quand même pas mal. Et donc, ouais, j'ai vécu pas mal de temps à Toulouse, et ça n'a pas marché avec elle. Avec la Toulousaine, avec la Toulousaine. En fait, la meuf, elle te fait déplacer, elle fait pas d'efforts, quoi. Justement. Et après, je suis venu à Paris il y a 5-6 ans maintenant. Ok. Bon, je voulais reprendre le stand-up parce qu'à Toulouse, je faisais... Ouais, la scène toulousaine en stand-up, il n'y a pas grand-chose. En fait, le sud de la France est génial pour rien faire. Si tu veux rien faire, c'est le meilleur endroit du monde. Mais si tu as envie de faire quelque chose, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose, c'est pas top. Et après, ouais, là, ça en fait, si tu peux travailler en étant très connu, comme le font les Chevaliers du Fiel, par exemple, qui sont toulousains. Ouais. Et eux, bah là-bas, c'est un empire chez eux. Enfin, ils ont des théâtres partout, ils sont au taquet. Ouais. Mais si t'es pas connu, ça sert à rien. Ouais, donc mais j'ai l'impression que c'est eux et Claude Nougaro. Ouais, c'est ça. Et Zèbre, c'est ça, Zèbre. Il y a un groupe qui s'appelle Zèbre. Ça, je connais pas. D'accord. Ouais. Je pense que. Mais Claude Nougaro, ouais. Moi, j'ai joué dans une salle qui s'appelait la salle Nougaro, justement. Voilà. À Toulouse. Ouais. Tu sens que c'est les deux, voilà. Les deux. Ne touche pas. C'est Jésus, quoi. Ils sont sacrés. Ouais, non. C'est vrai que tu peux être très grand dans ton coin, en France. Donc ça, c'est cool. Et donc, toi, tu as dit Annecy ou Nancy? Nancy. Nancy, qui est à l'est. C'est exactement, putain, t'es balèze. Ouais, c'est entre ici et Strasbourg. Ouais, c'est ça. Strasbourg est vraiment à la pointe, et Nancy, c'est quelques kilomètres avant, donc c'est à 1h30 en TGV, mais à l'époque, c'était 3 heures quand je me suis installé là. Donc c'est un peu la grande aventure, hein. Ouais. Et donc, t'es venu à Paris quand t'avais 20 ans? Ouais, pour faire du stand-up. Enfin, pas du stand-up à la base, d'ailleurs, pour être humoriste. Ouais.
C'est ça, je connaissais même pas, je sais pas ce que c'était que le stand-up, je voulais juste faire des blagues, je voulais être humoriste. J'ai pris le train et puis arrivé à Paris aussi, mine de rien, c'est à 20 ans, j'avais envie de... Je suis pas un aventurier du tout, moi, si tu veux. Mes parents, ils sont installés à Nancy, j'ai grandi à Nancy, je suis resté à Nancy jusqu'à la fin de mes études. Et ensuite, j'ai décidé de bouger, je suis allé à Paris, et après je suis resté à Paris, j'ai pas bougé de Paris. Ouais. Je suis vraiment pas un aventurier. Donc pour moi, ils viennent d'où, tes parents? Mes parents, ils viennent de l'ouest, ils viennent de l'autre côté. D'accord. Mais mon père était dans l'armée... Bretagne, exactement. Ouais. Enfin, un peu en dessous de la Bretagne. Si je disais ouais, exactement, et que c'était vraiment entendu par des Bretons, ils pèteraient un plomb. Ouais. C'était du côté de Nantes, en fait. Ouais, mais Nantes, c'était l'ancienne capitale. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça pose problème maintenant, les mecs. Ouais, pep. Ouais. Je connais le coin par là. Toi, t'es bon en géographie française. Non, c'est parce que là, justement... c'est les deux coins que tu connais. C'est Nantes. Non, parce que ma chérie, sa famille a une maison pas loin de Pornic. Tu vois où c'est, je vois tout à fait, ouais. Et donc, le pays de Ray, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est super joli là-bas. Ouais, c'est chouette. Bon, c'est juste qu'il fait jamais beau l'été, tout ça, mais... Ou jamais beau tout court, mais sinon... il fait le temps qu'il fait dehors, là. Ouais, justement. Et remarque, Nancy, c'est pas mal dégueulasse aussi, sauf que t'as pas la mer, donc... Ouais. C'est en Champagne? Dans le Champagne? Non, c'est en Lorraine. D'accord. Et c'est pas très loin de Metz, qui est une autre grande ville de la Lorraine, enfin une grande ville relative. Ouais. Mais voilà, c'est les deux grandes villes, quoi. Donc, pardon. Donc, tu t'es... tes parents étaient là, t'as grandi là-bas. Ouais. Et t'as fait tes études en quoi? Et j'ai fait mes études en échec principalement. Ouais. J'étais un bon élève jusqu'à la fin de la terminale où c'était pas trop compliqué, fallait comprendre les choses et donc ça allait. Ouais. Et puis à partir du moment où je suis rentré à la fac, là ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu apprendre et restituer. Et ça c'est un truc que je sais pas faire du tout. Ouais. Comprendre et s'amuser à faire, je peux, mais apprendre bêtement les choses, et je suis encore confronté à ça aujourd'hui quand je dois apprendre mes textes. Ça m'énerve au plus haut point. Pourquoi le côté... Je déteste ingérer des informations. Qu'elles restent fixées parce que ça me plaît, tu vois. Par exemple, j'ai beaucoup plus de facilité à apprendre le texte de mes potes. Ouais. Quand je les regarde sur un plateau, je les connais quasiment par cœur très très vite parce que ça m'intéresse, j'adore leur manière de fonctionner. Je me dis, ah putain, génial ici. Et donc je les retiens, et même quelques mois plus tard, je peux aller les voir en disant, pourquoi t'as enlevé cette vanne? Et eux qui font, ah ouais. Parce que j'ai cette mémoire-là. Mais par contre, à l'opposé, moi, quand j'ai ma feuille blanche devant moi et que je dois, que j'ai le texte sur une feuille et que je commence à l'apprendre, c'est un enfer, je supporte pas ça. Donc du coup, j'écris plus maintenant. Je joue en mettant les grandes lignes. Et comment tu expliques ça? Je sais pas. Je crois que j'ai une mémoire vraiment sélective, une mémoire qui est liée à l'intérêt que je porte aux choses. Et je pense que j'ai plus d'intérêt à regarder quelqu'un qui fait du stand-up plutôt qu'une feuille sur laquelle il y a écrit du stand-up. Mmh. Et donc c'est ça, je pense. Ma mémoire. Donc quelque part, c'est un art oral. C'est pas c'est pas un art écrit. Même si on passe notre temps à écrire. C'est ça. Quelque part, c'est... Il faut que ça reste à l'oral, en fait. Sinon, ça ressemble plus à rien. Dès que c'est trop écrit, on le voit, ou on déteste ça. Et on le sent, et les gens rient pas. Et les gens rient pas du tout. Ouais. Et ouais, donc tout ça pour reboucler la boucle du fait que j'étais pas super bon à la fac et que malgré tout ce que je faisais allait dans la direction du stand-up, enfin de l'humour en tout cas. Je voulais vraiment faire du one man show, et donc j'ai fait une année de pharma, la fac de pharmacie, où je me disais bah tiens, c'est vachement bien parce que j'avais repéré les filières qui gagnaient bien. Et je me dis comme ça je me mets à mi-temps et j'ai le temps de faire de l'humour à côté. Finalement ça a été un échec cuisant parce que comme je te parlais d'intérêt, bah là je me suis rendu compte qu'en fait quand il y en a pas, si tu veux, j'ai majoré je suis sorti major d'une épreuve, la physiologie, qui me passionnait. Et le reste, je suis pas loin d'avoir minoré. Donc c'était vraiment une catastrophe. Et puis l'année d'après, j'ai fait des études, je suis rentré à la fac de sport, où là ça m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup. J'aime bien pratiquer le sport. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans le fac de sport? C'est pour être prof de... C'est pour être prof de PS, voilà, d'éducation physique et sportive. Donc t'apprends de la pédagogie, t'apprends de l'anatomie, de la physiologie, etc. Ce qui est hyper intéressant pour moi, en tout cas, j'adore la science et tout ce qui touche au corps humain aussi. Et puis en plus tu pratiques énormément de sport, c'est-à-dire que tous les TD que les gens ont, tu sais, où tu fais du droit, du machin, nous avec mes potes, parce que c'est vraiment tu crées des choses, c'est que tous les matins tu vas faire du tennis, du rugby, du volleyball, de l'escalade, du VTT, enfin j'ai passé vraiment 2 super années qui m'ont motivé encore plus à arrêter les études pour faire du stand-up après, parce que je me suis dit en réalité en fait c'est ce que je cherche, je crois que c'est ce qu'on cherche tous, d'avoir une liberté totale. Et je l'ai trouvé dans le sport, et je l'ai retrouvé ensuite dans la création quand j'ai commencé à écrire, quoi.
Et du coup, j'ai arrêté mes études en cours de route, à la fin de mon DUG. J'ai décidé de commencer à écrire des choses qui étaient vraiment extrêmement mauvaises, mais vraiment. Mais qu'est-ce qui t'a motivé de le faire? Je sais pas. C'est quand la prise de conscience moi, je crois aussi loin que ça me. Ça vient de très très loin, vraiment, ce souvenir-là. Quand j'étais gamin, déjà, enfant, j'avais vu des humoristes faire ce métier-là, et déjà, ça m'avait titillé. Je m'étais dit putain, c'est fou quoi. Parce que moi, je passais mon temps à faire marrer. C'était mon objectif vraiment principal. Ouais. Faire marrer les adultes, par contre. Pas tes potes. Mes potes, je m'en foutais un peu. Ouais. Le but, c'était de prendre le pouvoir sur les boss quoi. Sur les chefs, ouais. Ouais, ça c'est hyper intéressant quand tu arrives par l'humour, tu te hisses à leur niveau alors que tu devrais pas y être. Et c'est un jeu que j'aimais bien. Et puis du coup quand j'ai vu un mec faire ça sur scène, etc., je me suis dit c'est vraiment génial. Je devais avoir vraiment 7-8 ans quoi maximum. Ouais. Tu te souviens qui c'était? C'était Jean-Marie Bigard. Ah ouais? C'est marrant, j'ai pu le rencontrer après. Ah bon? Et lui dire. Mais ouais, ça m'avait scotché quoi. C'est ouf comme métier quand tu y réfléchis. Ouais. Et pour un gamin, autant pompier, boulanger, il y a des choses qui sont indispensables. Ouais. C'est vraiment, s'il n'y a pas de pompier, personne n'éteint le feu. S'il n'y a pas de boulanger, personne n'a de baguette. Ouais. S'il n'y a pas d'humoriste, on rigolera quand même. Hein. C'est pas un drame. Ouais. Et donc je crois que ça me passionne aussi cet aspect d'inutilité de notre taf quoi. Ouais. Et c'est presque intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Ouais. C'est marrant de voir à quel point on sert à rien du tout. Ouais, c'est vrai. C'est juste à remonter peut-être d'un degré l'exigence dans le rire, quoi. Mais finalement, si on n'était pas là, les gens continueraient à rire avec des bruits de paix. Oui, et ça dépend de quel humoriste, mais aussi on fait un commentaire. J'ai l'impression que notre boulot, c'est un peu le miroir. Oui, c'est ça, c'est pas que du rire. Ouais, c'est vrai. Et à l'époque, pour moi, c'était que du rire. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était que du rire. Enfin, c'était que du rire et du coup mal fait. Le but, c'était de faire rire, Mais du coup, quand tu commences à prendre une feuille et un crayon et dire je vais faire rigoler, en fait, tu fais de la merde parce que ton objectif, il est complètement faux. Mais moi, je connaissais pas le stand-up. Je connaissais que les humoristes français. Le sketch. C'est ça, le sketch à l'ancienne, la perruque, le machin, qui du coup pouvait me faire rire parfois, mais j'étais souvent plus dans l'analyse qu'autre chose, quoi. Et j'ai vraiment découvert tard le stand-up. Même, en fait, quand j'ai découvert le stand-up, même j'ai eu un mouvement de répulsion, quoi. Quand je suis arrivé à Paris en 2004 et j'ai commencé à jouer en 2005. Et en 2005, c'était très énervant parce que c'était l'époque où Jamel arrivait, il arrivait avec toute la troupe. Oui, il commençait à vraiment marcher, la troupe. Et il disait voilà ce que c'est que le stand-up. Et moi, dans le stand-up, j'entendais que des mecs monter sur scène et faire il y a des Arabes, j'entends rien, il y a des Arabes. Ouais. Et ça me saoulait. Je me suis dit mais non, putain, on a un savoir-faire différent de ça, quoi, et plus riche. Et limiter le stand-up à ça m'énervait. Donc du coup, j'avais vraiment une espèce d'opposition même à ça, quoi. Et puis j'ai commencé à jouer, à faire des personnages, à créer mon spectacle, et puis à la fin de mon spectacle, le remerciement, j'avais plus de rire que pendant mes personnages dans le spectacle. Je me suis dit c'est chelou, mais et c'est là que j'ai compris ce que c'était que le stand-up, en fait, c'est s'exprimer à la première personne. Être authentique, en fait, c'est ça, sincère. Et il n'y a rien besoin de plus, c'est pas la peine d'avoir Après, tu choisis ton propre propos, ce que tu as envie de raconter, mais en réalité, le stand-up, c'est une liberté totale. Et si tu as envie de jouer en faisant du stand-up, tu joues en faisant du stand-up, tu fais ce que tu veux. C'est pas juste faire des blagues et chercher la meilleure blague du monde, parce que c'est très basique, en fait, comme chose. Et là, tu te dis, tout le monde peut faire du stand-up, en fait. Tout le monde qui a un petit peu de temps, qui se met devant un ordinateur, qui comprend que A plus B égale rire, ils peuvent faire ça. Et donc après t'apprends à faire A plus B égale rire, parce que quand même mine de rien c'est intéressant, et puis petit à petit tu t'en détaches, parce que tu découvres le travail d'autres mecs, quoi. Et il y a des mecs qui modifient réellement. Je pense à Louis C.K. par exemple, quand je l'ai découvert, mais ça fait pas longtemps. Moi en plus je m'intéresse très très peu à ce qui se fait en dehors de ma zone de confort, tu vois. Je suis pas un curieux, je suis curieux, mais il faut le chercher quand même. Je mets du temps à avoir cette démarche d'aller chercher quelque chose. Et du coup, quand j'ai vu Louis C.K., qui m'est tombé dessus, je sais plus, je le recevoir dans un mail, j'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, d'accord, on peut faire rire sans faire de vanne. Aucune vanne, c'est magique. Parce que c'est de la pensée, de la réflexion, c'est très intelligent. Est-ce que tu le regardes en anglais ou en français? Je regarde en anglais, mais avec un sous-titre français. Mais je commence à me faire un petit peu à la langue. Je pense naturellement tu t'habitues. Petit à petit, à force de regarder des séries, à force de regarder des trucs, puis surtout que le français c'est
Putain, mais quand tu regardes, je sais pas si tu regardes la télé, toi, moi je la regarde très peu. Un peu, peut-être pas beaucoup. Mais quand je tombe sur un épisode des Experts. Ouais. je refuse de regarder quoi que ce soit doublé. Mon Dieu, mais j'ai du mal. Parce que même si par exemple ma chérie regarde la télé, je suis dans l'autre pièce et j'entends, je sais quand elle regarde un truc en VF et quand c'est pas VF, de voix de gens français ou de voix doublée, tu vois, et tout de suite quand j'entends la voix doublée, je peux l'identifier, ça m'agace. On parle comme si, en fait, je crois que les Français quand ils doublent, ils essayent d'avoir une espèce d'air américain. Ouais, je pense, mais ça marche pas. Faut parler avec un accent québécois. Là, ouais, peut-être. Mais donc t'es venu à Paris pour faire ça? Je suis venu à Paris pour faire de l'humour, pour faire du spectacle. Mais c'est une grande étape quand même. C'est surtout si tu dis si t'es quelqu'un qui n'ose pas trop, c'est quand même une grande étape. Mais je crois que c'était un peu ma leçon de vie. C'est le moment où tu te dis j'ose pas trop. J'avais 20 ans tout juste et tu te dis si je le fais pas tout de suite. En fait j'ose pas trop, mais je suis volontaire. Je sais pas comment dire ça. J'aime bien paramétrer les choses pour que ce soit pour ne pas les faire bêtement. Oui. C'est-à-dire, je serais pas parti à Paris à l'arrache. Oui. Je suis parti à Paris en ayant une ambition concrète, écrire du stand-up, enfin écrire des vannes, écrire de l'humour, quoi. Ouais. Mais au bout de 3 semaines, j'avais mes premiers sketchs. Ouais. Au bout d'un mois et demi, je commençais à travailler vraiment réellement le truc. Donc j'ai pas, c'est l'envers du truc, c'est que je suis pas un aventurier total, mais par contre quand j'y vais, je lâche rien. J'ai jamais été en période de jachère humoristique, tu sais, où on se tourne un peu les pouces en faisant ça y est, je suis comique. Non, moi, je me suis dit à partir de maintenant je vais faire ça, et j'ai taffé comme si j'étais en médecine, quoi. Et t'as dit ça à tes parents? J'ai dit ça à mes parents, c'était rigolo. Et ils ont dit quoi? Ils t'ont poussé, ils ont dit, ils t'ont encouragé ou? Mon père m'a poussé, mais je me demande s'il m'a poussé parce qu'il était vraiment sûr que j'y arriverais ou parce que par flemme en fait. Ouais. Je sais pas. Vas-y. Ouais, vas-y, éclate-toi, fais tes trucs, de toute façon. C'est pas la J'en ai marre d'être ton père. Ça fait 20 ans, vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, vis ta life. Mais ouais, je pense qu'il y avait un peu de ça. Il aurait aimé, enfin, il a vraiment cru en moi, mais je sais pas s'il a cru en moi parce que j'étais drôle. Ouais. Mais si, en réalité, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il a cru en moi parce que j'étais son fils et puis que maintenant, il voit mes spectacles et il se dit putain, il est marrant. Ouais. Et ça fait pas longtemps qu'il se dit ça. Et ma mère, elle, par contre, était clairement opposée à ça. Il venait de divorcer, en fait, quand je suis parti. D'accord. Donc chacun avait son avis, et puis c'est pour ça que je dis que pour mon père je suis pas sûr, c'est que ça se peut très bien, tu sais, qu'il soit, maintenant que je suis adulte, je peux imaginer mon père qui regarde ma mère en faisant mais non, t'as rien compris, notre fils a tout à fait raison. C'est cette espèce de guéguerre où il faut simplement ne pas être d'accord. Ouais. Et donc aujourd'hui ta mère est... Ma mère maintenant elle est fan. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que maintenant que tes 2 parents aiment ce que tu fais, est-ce que c'est quelque chose qui est comblé chez toi? Est-ce que c'était toujours un but pour toi de vraiment... Mais non, bizarrement, pas du tout. Je crois qu'en fait, ce qui m'énervait et ce que je voulais régler, c'était prouver à mes parents qu'on pouvait faire des choses en étant heureux. Parce que je viens vraiment dans ma famille, on a toujours travaillé, c'est toujours l'effort qui a payé. Ouais. D'où c'est con, mais cette capacité à travailler que moi ils m'ont inculqué, c'est-à-dire que comme je t'ai dit, au bout de 15 jours j'avais un sketch, c'est qu'en fait il n'y a pas de perte de temps. On y va et puis c'est tout. Mais en revanche il y a aussi du coup bien imprégné dans notre chair familiale que l'effort c'est la joie. Enfin il y a un truc très chrétien comme ça de tu souffres, mais c'est pas grave, c'est ça, il faut avancer. Et donc du coup je me suis affranchi de ça moi quand j'avais 20 ans. J'ai essayé, en tout cas, j'ai fait la démarche de le faire, de dire à ma mère, moi je pense que tu te trompes. Toi, elle a beaucoup travaillé énormément, c'est une grosse travailleuse, c'est une femme hyper intelligente, mention très bien au bac à 16 ans, et qui a, c'est vraiment une tête. Et elle est dans le droit, qui a travaillé énormément, elle est prof de droit maintenant à la fac, et c'est une spécialiste vraiment. Mais elle s'investit énormément, elle travaille beaucoup et derrière pour un salaire qui est pas énorme et qui en plus lui prend mais tout son temps et le tout dans on va y arriver, allez on continue. Et à un moment je lui dis mais en fait c'est pas ça le bonheur, c'est pas comme ça que moi je vois les choses, c'est pas ce que je veux faire. Et du coup, elle a beaucoup de mal à intégrer que ça pouvait pas être ça, puisque c'est comme ça qu'elle faisait, elle, depuis qu'elle avait 20 ans, tu vois. Ouais. Et puis, c'est drôle parce que mes parents sont un peu similaires. Ils sont, ce qu'on appelle, une question de génération. Ouais, je pense que ça joue aussi,
on s'appelle le workaholic, tu vois, les gens qui sont accros à leur boulot, surtout mon père. C'est vraiment, il a 70 ans et il travaille encore. Il est à fond encore, tu vois, et c'est vraiment cette idée, il faut mériter ton tout truc. Se fait à la sueur. Ouais, c'est ça. Et je pense que oui, sûrement c'est une question de génération. Bon, ses parents à eux, c'est-à-dire mes grands-parents, ils sont arrivés en Argentine sans rien. Et tu étais obligé. Et j'ai l'impression que notre génération, quelque part, on sort de ça en disant mais il y a autre chose. On a le luxe, quelque part, de pouvoir peut-être choisir quelque chose. Mais par contre, chose qu'il faut pas qu'on perde, et chose que la plupart des gens de notre génération perdent, je trouve, moi, c'est cette capacité de travail aussi. C'est-à-dire que eux, ils avaient, par la force des choses, l'obligation de travailler. Nous, il faut qu'on se la crée, cette obligation-là. Ouais. Enfin, je trouve, je sais pas comment dire ça autrement, mais... C'est l'idée qu'il faut être sérieux, en fait, c'est ça que tu veux dire. Bah ouais. Et comment le faire? Parce que le confort, tu le sais comme moi, t'es un créatif, dès que c'est trop confortable, en fait, tu mets tes pieds, le canapé t'appelle. Hein. Ouais, c'est clair. Et t'as envie de mettre tes mains derrière la tête, et tu dis, putain, je suis tellement fort. Il y a des épisodes de Breaking Bad qui t'attendent. Exactement. Et nous, on doit s'imposer cette résistance et travailler, alors que nos parents n'avaient pas à le faire, ou les générations d'avant n'avaient pas à le faire, parce que soit tu travaillais, soit t'étais mort, en fait. Ouais. Enfin, c'est encore plus vrai pour tes parents que pour tes grands-parents que pour les grands-parents, surtout, ouais. Mais du coup, je pense que c'est ça a créé une génération de chrétiens, de chrétiens travailleurs qui se disent qu'on peut pas aimer quelque chose, sinon c'est plus du boulot, en fait. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est pour ça qu'il y a peu d'humoristes vraiment sérieux, dans le sens que parce que c'est tellement dur de juste travailler, d'être son propre chef et de se dire ok, maintenant il faut que je bosse? Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment une raison principale qu'il y a peu d'humoristes? Je sais pas, je me demande en tout cas. Moi je pense que là ça va être intéressant de les voir ces prochaines années. Là, dans les 5-10 ans, à mon avis, on va voir les réels travailleurs de fond. Maintenant, on arrive aussi à un autre moment, c'est que l'humour, il est plus cantonné au plateau, comme il l'était il y a... Non, je veux pas dire que ça l'était, mais en tout cas, il y avait cette espèce de dualité entre la télé et la scène. Ce qui fait que les humoristes qui étaient des bons stand-uppers n'étaient pas forcément appelés pour la télé, et que les mecs qui étaient bons en télé n'étaient pas forcément bons sur scène. Mais en tout cas, on arrivait ces dernières années à une sorte d'équilibre que les mecs qui étaient bons sur scène, c'était à peu près les mêmes qui étaient bons en télé. Et là, maintenant, il y a Internet qui émerge. Et donc je pense que en fait cette multiplication va créer des expertises. Il va y avoir les mecs très très bons en télé, les mecs très très bons sur internet et les mecs très très bons en scène. J'espère juste que ça va pas nous faire mourir en fait. Moi Mais j'ai l'impression que les gens qui vont réussir, ce sont les gens qui arrivent à tout faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si t'es juste humoriste et t'es pas du tout médiatisé, t'auras du mal à remplir ta salle à côté de quelqu'un qui est peut-être moins drôle sur scène, mais qu'on a vu à la télé. Mais vu à la télé, c'est le truc qu'on met entre guillemets et ça vend, quoi. Tu vois. Mais pour moi, c'est des paillettes. Pour moi, c'est de l'immédiat. Et je vois ce métier sur tellement long terme. Enfin, pour moi, les vrais, c'est ceux qui vont durer toute une vie et qui vont évoluer toute une vie, qui vont avoir un discours qui évolue toute une vie. En fait, pour moi, on passe au stade d'artiste, en fait, et même d'artisan. Et il y a la même chose dans la musique, hein. Il y a des mecs super bons avec leur grade, qui font des trucs, qui composent des choses sublimes et qui sont pas du tout connus, mais qui ont un public cible et qui arrivent à en vivre. Et puis il y a Laurent Voulzy, quoi, qui touche tellement large que enfin, je dis Laurent Voulzy comme j'aurais pu en citer 15 autres, hein. Pour moi, et encore peut-être même que c'est un mauvais exemple parce que ça se trouve Woolsey, enfin je connais pas son travail, mais ça se trouve c'est un type qui a aussi cette démarche là, qui en plus est large public, donc c'est très cool. Mais je pense plutôt aux nouvelles stars, à tous ces trucs là qui brillent d'un coup, qui explosent d'un coup, que les gens achètent les CD d'un coup, mais qu'après ils les vomissent en fait. Pour moi c'est une génération de consommateurs et il faut faire très attention à cette génération là de consommateurs parce que ils t'aiment autant qu'ils vont te haïr, et donc quand on est présent en télé, on va remplir très vite, mais il va y avoir un désintérêt aussi rapide, parce que c'est des gens qui ont c'est des girouettes, quoi. Ah, Kevin Hams, oh, Florent Père, et ça brille, ça va vite, ça tourne.
Mais pour moi, je préfère ne pas être visible pour l'instant, convaincre 20 personnes, 15, 30, je sais pas combien ils sont, même 2, enfin tu vois, c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis ces gens-là, les asseoir réellement. C'est-à-dire qu'ils sortent de ma salle, pas qu'ils reviennent tout de suite, mais quand ils en parlent, même dans 10 ans, ils diront bah ouais, c'est du bon taf quoi. Ouais. C'était un truc. De vrais fans en fait. Voilà, je veux construire des vrais, et ça mettra peut-être toute une vie, et peut-être que du coup j'arriverai à rien, peut-être que je vais simplement. Mon but, moi, en fait, c'est de réussir juste à vivre avec ça. Et à faire mon art de la meilleure manière possible quoi, parce que c'est comme un peintre qui fait des très jolies choses de son vivant, c'est pas enfin je dis pas que je veux mourir, c'est pas ça la question. Ce que je veux dire c'est que pour toucher dans le moment immédiat, enfin ouais, c'est des purs génies absolus, c'est Gainsbourg quoi. C'est que le mec il est tellement ovni qu'il est capable de taper dans le mille, et c'est vraiment ça qu'il utilise lui. C'est facile, il suffit de taper dans le mille. Ah, comment tu fais? Et nous il faut qu'on tape dans le mille, et qu'en même temps on ait cette liberté de se dire c'est pas maintenant, c'est pas grave, c'est plus tard, c'est toujours plus tard. Mais déjà ton but a été atteint, c'est-à-dire que t'es arrivé à 20 ans avec le but d'être humoriste et de vivre de ça. Et ça fait combien de temps que tu vis avec? Assez rapidement, non? 10 ans, ouais. Moi au bout de 2 ans j'ai vécu ce métier. Tu étais intermittent en spectacle déjà après 2 ans? Alors au bout de 2 ans, je grignotais des trucs, c'est en faisant les chapeaux, quoi? les des machins. Chapeaux, d'accord. Et et j'espère que ça s'est entendu, je viens de roter. On entend tout. Quand on boit, on entend tout. C'est parfait. C'est du vrai là. Ça, c'est du live. Ça, c'est du live. Donc ouais, j'ai très vite réussi à bosser, mais j'ai eu de la chance, et à la fois pas tant de chance que ça. C'est que je me suis toujours dit, toujours, à un moment la porte elle s'ouvre, et il faut que tu aies de quoi mettre un pied dedans pour qu'elle se referme pas. Donc c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. À chaque fois je me dis, travaille vite pour être suffisamment bon pour qu'au moment où les jeunes talents vont émerger, t'en fasses partie, qu'ensuite les mecs qui vont passer en télé, t'en fasses partie. Et l'émission de Monde Carrière à laquelle j'ai participé, j'ai travaillé énormément pour arriver à un niveau que je qualifierais pas d'extraordinaire dans l'émission, mais pour le coup cette émission m'a servi parce que j'avais travaillé énormément en amont. Oui, bien sûr. Et donc quand cette émission est apparue, t'as commencé de faire des sketchs tout de suite, ou t'as attendu un peu à un moment? J'ai attendu trop longtemps. Moi ça faisait 6-7 ans que j'étais déjà là, et que je gagnais ma vie, et j'ai mis 1 an à capter qu'en fait, enfin même pas 1 an, parce que au bout de 3 mois j'y suis allé dans l'émission, et j'ai pas fait un bon passage, et ça m'a énervé. Je me suis dit putain, attends les mecs, en plus j'avais fait un bon stand-up, c'est ça le problème, j'avais fait un bon stand-up, le public avait ri, le public était avec moi, il m'avait mis une bonne note, ce dont je me foutais complètement, mais le jury derrière n'avait pas capté le truc, il m'avait mis des notes moyennes, et c'est pas que les notes étaient importantes, mais juste là tu te dis je vais aller dans cette émission là faire ce que j'appelle du bon stand-up, et eux en face ils voient du mauvais sketch d'une meilleure manière. C'est tellement frustrant. Et donc j'ai eu ce côté d'ego de dire ah non, fais chier, tant pis, je reviendrai pas. Et quelques mois plus tard je me suis dit attends, en fait que la question elle se pose pas, tu fasses du bon stand-up ou du mauvais sketch, ou du bon sketch, du mauvais stand-up, on s'en bat les couilles, en fait il faut juste que tu sois là, parce que toute la génération qu'on identifie là, les 30 mecs qui sont en train de passer à l'écran, c'est les 30 que le public de province identifie comme étant cette nouvelle génération-là. Je peux peut-être m'en passer, et peut-être pas. Donc, prenons le risque d'y aller. Et le moment où j'ai basculé, c'est de me dire, en fait, mais la seule solution pour que ce soit pas inutile, c'est d'être irréprochable, en fait. Si chaque vanne que tu fais, elle tape juste, et que chaque vanne, les gens rient, les notes, on s'en bat les couilles, tout, on s'en fout, quoi. Et moi, en fait, j'ai gagné énormément grâce à cette émission. Même par rapport à des potes qui ont multiplié leur passage, j'ai vraiment des potes qui ont été très très présents dans cette émission, fait énormément de sketchs, qui ont fait 70 ou 80 avec des perruques, des machins, des 100 sur 100, des cartons absolus, les gens qui applaudissent, et puis tu fais partie des têtes de l'émission. J'ai pas eu cette période de grandeur, moi j'ai toujours été le mec, j'ai toujours été le type là à faire du stand-up, que l'ensemble de la prod dit mais pourquoi il fait ça, que même Barma, la productrice, me dit mais arrête, tu vois bien que mais au final 1 an et demi plus tard,
l'émission s'est arrêtée il y a 1 an et demi, je suis toujours là, et le public qui m'a découvert continue à venir me voir parce que ils ont vu du stand-up, qu'ils ont compris ce que je faisais. Et t'avais, comme tu as dit, déjà le base avant l'émission. C'est-à-dire que tu l'as vu comme juste un outil pour te pousser un peu dans une autre direction dont peut-être tu n'avais pas forcément l'habitude d'y aller. Donc ça t'a servi. Et aussi de dire aux gens, voilà, je suis là. Augmenter mon exigence. Parce qu'avant, je faisais du stand-up en me disant c'est du bon stand-up et c'est marrant. Là, maintenant, combien de fois avec Greg Romano, mon co-auteur, combien de fois je lui ai dit mais oui c'est marrant mais ça fait pas rire. Et c'est la démarche, c'est pour moi le super guerrier du stand-up, c'est que quand tu fais des bons trucs, bah ouais c'est marrant, tu fais des choses marrantes, mais quand tu fais des choses marrantes et qu'en plus ça fait rire et qu'en plus ça fait applaudir, bah là on arrive à un stade où l'idée de base elle est là, que le côté marrant il est là et qu'en plus ce que ça va générer chez les gens, c'est pas juste de la bonne humeur, c'est un rire. C'est ouf d'arriver. Mais à quel point pour toi c'est important de livrer quelque chose qui est de toi? Pour moi, on doit vraiment naviguer sur une espèce de fil quand on fait du stand-up. C'est de parler de soi sans que ce soit égoïste. C'est très très dur en fait. Et même là, depuis le temps que je te parle, je commence à avoir ce truc de me dire attends, hey, tu parles énormément, tu parles de choses qui te concernent, tu racontes des choses qui te parlent, il faut ouvrir, il faut que les gens puissent comprendre tous ces trucs-là, il faut tout de suite livrer des images. Et j'ai ce réflexe-là dans le stand-up. Quand je suis sur un plateau, pour moi, il faut d'abord raconter quelque chose qui est... En fait, ce sera jamais aussi puissant que quand c'est vrai. Et derrière... la puissance de la vérité qu'on veut donner, il faut trouver les images, et c'est là tout notre travail sur la table, des images pour que les gens fassent « Ok, je comprends ». Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille, moi. Mais non, souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que plus tu parles de quelque chose personnel, plus les gens vont dire « Ah, merci Verino d'avoir avoué quelque chose que peut-être même moi-même, je ne sais pas penser. » Mais moi, je le découvre maintenant, ça, parce que moi, sur mon premier spectacle, j'ai pendant 10 ans joué des sketchs qui étaient au contraire, qui tapaient très très large, avant toute chose. C'était que je racontais quand je suis parti avec ma femme faire des courses chez Zara, que je l'ai perdu. Et c'est les prémices de tout ça. C'est que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que je l'ai perdu. Mais moi, sur le coup, je me rends pas tant compte que ça. J'ai vraiment évolué par essai-erreur. C'est-à-dire que je fais ce sketch-là, il est super marrant, ça marche, ça cartonne et tout ça. Et bêtement, j'en conclus que c'est parce que il y a un sketch sur les rapports hommes-femmes. Pas du tout. Ce qui était intéressant dans cette histoire, c'était le désarroi du personnage, en fait, du héros, qui voit sa meuf partir et qui sait pas quoi faire avec. Et que quand il essaie de regarder sous les rideaux, c'est une autre nana qui lui ouvre. Tout ça, c'est le genre de, c'est ce qui a été fort, et je le comprends depuis quelques années maintenant, évidemment, mais au début, quand j'ai commencé à écrire ça, c'était pas, enfin, ce qui marchait, je l'identifiais mal, quoi. Et là maintenant, au contraire, je vais plus dans des choses beaucoup plus personnelles, parce que d'emblée, je me dis que d'emblée, quand tu te réveilles la nuit parce que ton fils est en train de hurler un truc et que tu captes pas, et qu'en fait le temps que tu sortes de ton sommeil, tu essaies de réveiller ta femme, elle est plus là et t'es vraiment perdu. Tout ça, tous les pères le vivent. Tous les pères ont cette espèce de faculté à s'occulter les oreilles. Je dis ça parce que c'est un truc que j'ai testé la semaine dernière, où me réveiller en pleine nuit avec mon fils qui hurle, et que nous les papas, on a vraiment ce truc là de s'enfermer dans notre sommeil, alors que les meufs, dès qu'il y a un truc et l'oreille qui bouge, nous on peut lutter contre le hurlement. Et ça, à partir du moment où je l'ai dit, j'ai vu l'impact dans la salle. Je me suis dit, c'est tellement fort, je pensais même pas, quoi. Parce que tu pensais que c'était trop personnel. Je pensais que j'étais le seul. Ou tu sais, quand t'es avec ton bébé et puis que t'es super cool, t'es détendu, il est en train d'hurler à la mort, tout ce qu'il peut, et là tu dis putain, je sais pas ce qu'il y a, j'ai un côté apaisant, j'ai développé ce truc en moi où je peux résister à ça, et ça dure 15 secondes et juste après t'as envie de le défoncer, ça va fermer ta gueule. Et le passage, c'est tellement brutal, le passage entre le moment où tu te dis putain, je suis vraiment un bon père, t'es un Bouddha jusqu'à un nazi, quoi. C'est exactement ça. Et ça, c'est très fort. Enfin, pour moi, c'est très fort, parce que même quelqu'un qui a pas d'enfant peut comprendre, en fait. Justement, c'était ce que je voulais te poser, parce que moi, j'ai fait pas mal de vannes maintenant depuis 2 ans sur le fait d'être père, et je sens chaque fois que je perds
pourcentage c'est marrant. de la salle. Même si finalement ils arrivent à rire, mais je trouve que c'est un rire de ça, la situation est drôle. Tu vois, il y a des rires vécus. Tu vois le rire des gens qui ont vraiment vécu cette situation et le rire des gens qui imaginent, qui projettent. Tu vois, et c'est pas que je reçois pas de rire, mais c'est notre genre de rire. C'est juste que c'est différent. Si, parce que des fois, je pose la question, et des fois, je fais des vannes sur des plateaux, il y a souvent un public un peu plus jeune, et si j'ai littéralement personne qui est parent, naturellement, je reçois moins de rire. C'est marrant. Et c'est pas arrivé à toi? Non, ça m'est pas arrivé parce que, pour l'instant, parce que je parle pas réellement du fait d'être père pour l'instant. C'est là les 2 anecdotes que je viens de te raconter, c'est les anecdotes que je crée et que j'ai écrites pour le plateau que j'ai fait le mardi soir. Et donc que je fais devant des gens qui ont déjà vu mon spectacle, et qui reviennent voir autre chose. Donc ils te connaissent, ils te connaissent en fait. Et j'ai déjà abordé le fait d'être papa, j'ai déjà abordé Mais c'est une question hyper intéressante parce que pour moi ça veut dire que l'ouverture est pas totale, ou ça veut dire que on n'a pas réussi à concerner les gens. C'est un souci auquel j'ai vraiment eu peur d'être confronté moi quand j'ai commencé à écrire mes trucs. Et au final, ce que j'expose dans mon spectacle sur ma paternité, pour l'instant, ça n'est que le rapport que j'avais au fait d'être papa. Et donc parler des angoisses de ton fils te ressemble pas, tous ces trucs là qui finalement sont des angoisses qui sont communes à tout le monde et pas uniquement au père de famille. Et peut-être que si j'abordais dans mon spectacle quoique non en fait, je sais pas, j'ai commencé à écrire une autre histoire sur le moment où au bout de 2 ans que t'as ton bébé et que ça fait un bail que t'as pas fait l'amour avec ta femme parce que t'as plus le temps tout simplement, et le moment où tu vas te faire le restaurant où t'as la babysitter et que ça y est, ta meuf elle est passée du côté où ce soir je peux ne pas penser, mais tu sais que d'emblée quand vous allez au restaurant vous allez vous regarder et directement vous dire tu l'as coincé en fait. C'est ça. C'est mort, et ce soir vous allez vous retrouver comme 2 adolescents. Donc il y a la force de ce premier rendez-vous alors que c'est pas le premier rendez-vous. Donc du coup ça je sais que je l'ai traité parce que le premier rendez-vous tout le monde l'a. Et donc je me retrouve à cet endroit-là jusqu'au moment où finalement le téléphone vibre et puis il y a le nom de ma babysitter qui apparaît, et ce moment-là personne d'autre que moi ne peut l'avoir vécu, et au final le texto qui est dedans, c'est il y a un problème. Et voilà, toute l'histoire en fait découle de ça. C'est de savoir comment cette connasse elle peut être capable d'envoyer il y a un problème par texto. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Et en fait l'intérêt, il me semble assez large parce que on part de la donnée, à savoir j'ai un enfant, etc. Mais voilà l'histoire dans laquelle je place quelqu'un d'autre. Et du coup, la drôlerie, elle est... Enfin, finalement, je sais pas si je suis très clair, mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'être père doit être qu'une hypothèse. Ça doit être, je suis papa, j'ai une femme, on a un enfant, et voilà toutes les situations qui découlent de ça. Mais les situations sont universelles, en fait. C'est ça que tu veux dire quelque part. C'est ça. Et où elles doivent l'être en tout cas. Si finalement, c'est pour ça que moi je me suis jamais senti concerné par les mecs qui racontaient des histoires sur les moments où ils changent la couche. Et parce que un papa qui arrive pas à changer une couche, pour moi je trouve que c'est des trucs collectifs qu'on a un peu tous. Et je sais pas de quoi tu parles à propos de ton bébé, je me lance là-dedans, ça se trouve t'es en train de faire putain enculé. J'ai 5 minutes sur la couche quoi. Mais pour moi, si on veut attaquer ces trucs-là de père et que c'est des sujets, en fait, j'ai beaucoup de mal. Je crois que c'est à m'exprimer. Soit c'est quelque chose de très très large et donc on a une sensation de presque déjà vu. Soit c'est quelque chose de trop précis et donc on a l'impression de pas être concerné. En fait, donc il faut être vraiment. Pour moi, il faut parler de quelque chose de très précis, mais tout de suite l'ouvrir pour. Non, mais comme tu as fait ta technique de dire que le rendez-vous avec ta femme, c'était comme le premier rendez-vous, parce que du coup, c'est quelque chose de personnel, mais aussi tu touches à l'universel, parce que comme tu as dit, tout le monde a vécu un premier rendez-vous. C'est ça. Donc c'est ça qui était une bonne idée de ta part, justement, parce qu'à la fois, tu fais les deux, en fait. C'est ça. C'est avoir ce côté-là, ou même raconter ton premier rendez-vous avec ta meuf. C'est encore...
de raconter ce nouveau premier rendez-vous, ce nouveau mariage, cette nouvelle, parce qu'on le sait, toi et moi, hein, on le sait que la vie elle change, hein, et que à partir du moment où t'as un petit ou une petite à la maison, t'es plus le stand-upper que t'étais, quoi. T'es plus le mec qui rentre quand il veut, t'es plus, c'est normal. Bon, après, moi j'ai une femme exceptionnelle et j'imagine que c'est ton cas aussi, parce qu'elles savent nous écouter, elles savent comment on fonctionne. Mais putain, c'est marrant parce que avant les mecs comme nous, qui étaient papas, c'était des gens qui avaient déjà fait une carrière. Enfin, en tout cas, j'avais l'illusion de ça. Moi aussi. J'avais l'impression, et je dis ça dans le spectacle que j'ai écrit avec ma chérie, j'avais l'impression, avant d'être père, il fallait être abouti. Ouais. Exactement. Tu vois, déjà au Bouddha, tu vois. Donc t'as pas fait l'Olympia. Obi-Wan Kenobi, tu vois, qui est un maître dans son art et choses comme ça, tu vois. En fait, non. Tu parles de Bouddha, pour le coup, c'est presque on est en train de devenir, c'est qu'on prend conscience de nos incapacités et autant tout ce qu'on mettait sur notre papa, cette espèce de héros capable de tout faire. Aujourd'hui, on voit que les mecs, s'ils ont fait la même chose que nous, ils se sont juste adaptés en réalité. Hein. Ils ont juste avancé en faisant, oh putain, comment on va se démerder. Mais en fait, c'est pour la première fois le fait d'être père maintenant, je regarde mon père et je vois tous les défauts que je voyais pas avant. Je dis, ah oui, en fait, il s'est débrouillé comme il pouvait aussi. En fait, il est aussi nul que moi. Justement. C'est génial de voir ça. Et c'est même génial de le dire à tout le monde parce que les papas, ils deviennent papas de plus en plus tard, ils ont encore plus peur d'être parents. C'est génial aussi ça. Et ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde parce qu'on a ce devoir-là de dire aux mecs, on est des losers. Parce que moi, dès que je vois des potes ou même je rencontre des mecs qui ont 30 ans et qui me voient avec un enfant, etc., il y a plein de mecs où ça les fait flipper. Et ça les fait flipper parce qu'ils sont persuadés qu'ils y arriveraient pas. Et évidemment qu'ils vont pas y arriver. Mais moi non plus, j'y arrive pas. Bah non plus, personne y arrive. Justement, j'ai pas compris avant que tu fais ce que tu peux et ça suffit déjà en fait. C'est déjà génial. L'aimer, c'est la base. Et une fois que tu l'aimes, que tu peux lui faire un câlin et rassurer, en fait, on a encore pris les choses dans le mauvais sens. C'est comme je parlais de stand-up tout à l'heure, et à partir du moment où tu veux faire rire, t'y arriveras pas. Là, c'est pareil. Si tu veux t'occuper de ton enfant, t'y arriveras pas. Si tu l'aimes, par la force des choses, tu t'occupes de lui. Et donc tu fais les choses pour des bonnes raisons. C'était hallucinant parce que moi, j'ai quasiment jamais tenu un bébé dans mes parents, très rare. J'ai jamais eu un frère, un petit frère ou petite sœur, et donc j'ai pas eu de petit cousin, tu vois. Donc j'étais moi, c'est moi le petit, tu vois. Et donc et j'avais peur vraiment de physiquement tenir un bébé, mais quand c'était la mienne, c'est devenu tellement naturel et oui, c'est une question de vraiment tu te poses pas la question en fait. Et puis ça va vite quoi, t'as pas le temps. Comme quelques jours avant, tu te posais des questions sur les couches et les machins, parce qu'en plus tu vois tous les mecs de l'humour qui parlent de couches mais ça remet en question tous les stand-up, toutes les vannes que j'ai vues sur les couches. Les mecs, en 24 heures c'est réglé. Parce que même pas 24 heures, au bout de 3 couches, il y en a 6 par jour. Qu'est-ce que tu veux, tu l'apprends l'habitude de régler le truc et puis tu te fais chier dessus, ça c'est rigolo. Ça arrive. Mais c'est... En fait, on arrive à un stade de sagesse en étant papa, je trouve. C'est ça. C'est que on ne se rend pas compte, mais t'as compris que tu comprendras rien. T'as compris que c'est pas la peine de... C'est cette lâche prise, en fait. C'est de dire... oui, je comprends rien et je peux pas être le meilleur. Je te dis, ok, je fais ce que je suis à mon maximum et je suis pas un génie. Alors qu'on a tous cet espoir-là, même quand on démarre. Moi, j'ai vraiment pas honte de le dire. Quand j'ai démarré le stand-up, quand j'ai démarré l'humour, je voulais exister. Je voulais être grand, je voulais être beau, je voulais y arriver. Maintenant, j'en ai rien à battre. Si dans ma carrière, j'ai pas cette reconnaissance universelle, je m'en fous complètement. Mais est-ce que ça a quand même mis une pression de... Maintenant, t'es quand même encore plus obligé de gagner ta vie, par contre. Oui, mais alors bizarrement... alors je sais pas... Enfin, moi, j'ai eu Victor, mon petit garçon s'appelle Victor, on a décidé de l'avoir au moment où j'ai eu le plus gros coup dans ma carrière. Il y a un moment où mon prod m'a lâché et je savais pas ce que c'était que de pas avoir de producteur, parce que comme je te l'ai dit, j'ai travaillé très vite. Au bout de 2 ans, j'ai eu un switch, j'ai travaillé, j'ai réussi à gagner un peu de sous, et puis petit à petit, donc ça m'a permis de jouer plus. En jouant plus, je fais partie des mecs qui étaient bien placés. Ensuite, il y a des producteurs qui s'appellent Juste pour Rire, qui avaient une tête chercheuse. Le mec m'a trouvé, il s'est dit tiens, c'est intéressant, on va le faire jouer là. Et puis donc j'ai eu des cachets, et puis en fin 2007, j'étais intermittent, donc c'est cool. Personne n'a ça quoi. Sublimissime. Mais du coup, j'avais une peur terrible de la perdre. J'étais pétrifié, et du coup, je pense que même ça m'a empêché d'avancer, bizarrement.
je pense qu'à partir du moment où j'ai eu un producteur, j'avais tellement peur de le perdre que du coup, j'ai rien pris comme risque. J'ai juste fait exactement ce qu'il fallait pour continuer à être dans les rails. Et ça, vraiment, ça fait genre 1 mois que je m'en suis rendu compte et que j'ai réalisé cette espèce de moment où t'es coincé à cause d'un trop grand confort, comme j'en parlais. Et une peur. Parce que le confort, il t'amène à 2 choses. Il t'amène à ne pas vouloir le perdre, parce qu'une fois que t'es bien, voilà. Et puis, ou alors à trop t'affaisser, quoi. Et voilà. Et donc j'ai eu cette période-là. Et puis à ce moment-là, mon producteur me lâche. C'était en 2011. Après, en fait, le directeur général, le patron de Juste pour Rire France change. Et l'autre mec qui débarque, c'est Gérard Louvain, avec qui on n'était pas du tout d'accord artistiquement. Et je pense que tous les gens qui entendent ce podcast comprennent très bien pourquoi j'étais pas d'accord artistiquement avec Gérard Louvain. Et donc il voulait ramener des projets qui étaient bien plus populaires que ce que je l'étais à l'époque. Et ils comprenaient vraiment pas mon travail. Donc du coup on s'est pas entendu et puis ils m'ont pas fait travailler pendant parce qu'il t'a proposé d'aller dans une certaine direction et t'as dit non, c'est pas moi. Ouais, mais ça a duré 2 minutes vraiment. Il est venu voir mon spectacle, il m'a dit il faut que tu fasses des personnages. Je lui ai dit bah non, je fais du stand-up. Et il m'a dit bah non, mais en fait si tu veux qu'on travaille ensemble, il va falloir que tu fasses un pas vers moi. Et je lui ai dit bah même si vous voulez qu'on travaille ensemble, il va falloir que vous fassiez un pas vers moi. Donc manifestement il y en a un des deux qui pouvait pas se permettre de faire un pas vers l'autre. Mais ça m'étonne de une boîte aussi grande que Juste pour Rire. Une boîte aussi grande, mais Gérard Louvain, c'est un mec, c'est pas la même école. J'ai mis du temps à le comprendre. Pendant très longtemps, j'en ai voulu. Ça m'a énervé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti qui comprend rien et puis à un moment, je me suis dit, non, en fait, c'est juste qu'il a un prisme différent. Ce mec-là, il a travaillé avec Florent Pagny, il a travaillé avec c'était l'attaché de presse de Claude François. Donc c'est des gens. Lui, c'est soit tu touches 1 million de personnes, soit tu ne m'intéresses pas. C'est vraiment son rêve, c'est de produire Gad Elmaleh. Enfin, tu vois, à l'époque, il a produit les deux homos qui avaient fait Secret Story. Et que je sais plus comment ça s'appelait leur spectacle. Enfin, mais bon, le dernier truc que j'avais envie d'aller voir, malgré tout le respect que j'ai pour les créateurs en général et donc pour eux de fait, bah c'est pas un truc qui je me suis pas dit c'est pas ton genre. Non, vraiment. Je me suis dit mais comment ça se fait d'où je me retrouve dans une boîte qui produit ce genre de choses. On se trompe. Bon ben bref, mais du coup à ce moment-là j'ai perdu ma prod. Je l'ai même pas perdu, c'est ça qui est terrible. J'étais encore sous contrat avec eux, mais ils avaient la liberté de ne pas me faire travailler. Donc pendant 1 an et demi, j'ai dû Ça c'est le pire, ça c'est le cauchemar. C'est le cauchemar terrible, t'es coincé. Donc après il faut la jouer finaux, tu vois ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont toujours pareils, donc ils veulent te garder sous la main. Ils vont pas te dire tu dégages, ils vont te dire mais tu sais ce serait bien que tu partes en tournée. Oui, il y a combien de dates? 3. Donc en fait tu te démerdes après. J'ai appelé Café Théâtre, j'ai fait ma vie et au final ça m'a donné vraiment plein de choses. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'avoir Victor. Juste dans la foulée, on a un gamin, je bosse plus pour les mêmes raisons, et d'un coup, il y a plein de choses qui sont arrivées en fait. Parce que je crois que c'est là que j'ai lâché prise. Je me suis dit, mec, je vais pas attendre d'avoir fait l'Olympia pour avoir un enfant, parce que ça se trouve, je le ferai jamais de ma vie, quoi. Et c'est pas grave en vérité. Parce qu'on est dans un monde en fait qui est très curieux, où les gens, quand tu leur dis que t'es comédien, il faut à tout prix que tu leur dises en quoi t'as joué. Si t'es pas connu, t'es un ringard. Si t'as pas explosé quelque part, t'es un loser. Et finalement, nous, on en sait plus que les autres, quoi. On sait ce que c'est que ce métier-là. Je suis allé voir... on sait que juste survivre et pouvoir continuer à le faire, c'est déjà une réussite. Vraiment un miracle. Tous les jours, je me réveille en me disant, c'est un miracle, mec. Je suis parti de Nancy à 20 ans et aujourd'hui, j'en ai 32. J'ai de quoi nourrir mon fils. C'est vraiment, je peux pas espérer mieux. Alors évidemment, il faut viser mieux parce que sinon tu t'affaisses encore une fois. Mais en fait c'est dur ce qu'on fait, c'est vraiment très dur. C'est sûr. Et ironiquement, en parlant de Olympia, tu l'as fait. Oui. Alors c'était quand il y a quoi? Il y a 1 an et demi. Ah non, j'ai pensé que c'était janvier 2013. Donc bientôt 2 ans. Bientôt. Et c'est génial. Mais c'était un... Tu t'es lancé un défi ou c'était quoi? À la base, j'étais reparti pour avoir la même histoire avec mes producteurs que celle que je viens de te raconter. À savoir, ça devient compliqué, on sait plus comment te développer. Et c'est pas de notre faute, c'est de ta faute à toi parce que les gens ils t'aiment pas autant qu'on voudrait que. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Un producteur, s'il y a de l'argent qui rentre, t'es un génie. Si l'argent rentre pas aussi vite que prévu, va falloir que tu te remettes absolument. Et ça c'était même après on demande qu'à en rire que le gens.
Tu disais que tu n'étais pas assez grand public, mais tu t'es quand même médiatisé. Oui, mais sur On ne demande qu'à en rire, j'ai pas eu la victoire qu'on pouvait espérer. Je suis arrivé en deuxième phase, donc j'ai pas pris ce que Ferrari, sa mère, ODB ont pu récupérer. Ouais. Et puis et ça s'est vérifié d'ailleurs, hein, on était tous des deuxièmes couteaux. Je pense à Donnell, Charlet, à Artus, Wally aussi. On est arrivé après. Ouais. C'est pas grave, c'est cool, on a chopé ce qu'on a pu choper. Moi, vraiment, je suis très très content de ce que j'ai gagné. Et puis avec le recul en plus, même sans le recul d'ailleurs, hein, je suis très content aussi de ne pas avoir été complètement mangé par cette émission. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les artistes que je t'ai cités au début, ils sont vraiment encore imprégnés de cette émission-là. Ouais. Je pense que j'en suis moins imprégné. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est juste que je me regarde le nombril et que je me dis non. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on m'identifie pas complètement tout à fait. Il y a encore plein de gens qui viennent dans ma salle, qui rigolent, qui se disent putain c'est complet, mais qui se disent pas du tout que je suis passé à la télé. J'ai pas fait partie des mecs dont on a parlé au début de l'émission, enfin bref. Ouais. Donc j'ai pas gagné ce que j'aurais pu gagner, mais d'un autre côté, sur le long terme, je pense que c'est une meilleure chose. Et donc voilà, donc mes producteurs se retrouvent avec un truc où ils se disent normalement, enfin il est à la télé, il devrait d'un coup faire des salles de 600 places. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Il se passe qu'en fait c'est des gens qui ont produit Foresti, donc à l'époque où Foresti elle a fait une apparition de télé, elle était partie, mais on n'était pas 50. Là on était 50 réellement. Donc ça veut dire qu'il fallait être présent, bon en télé, bon sur scène, et puis avoir un relais. Enfin voilà, c'était très très lourd, quoi. Est-ce à quel point il commençait à te parler de merchandising, tu vois, le côté, tu sais qui, tu vois, des fois le producteur ou n'importe qui va vendre un spectacle comme un produit, c'est quoi qui te sépare toi aux autres, c'est quoi ton identité à toi? Est-ce qu'ils avaient un problème que toi tu avais pas un truc qui était... je crois que globalement oui, c'est le problème même qu'ils peuvent je crois que c'est le problème qu'ils ont eu en permanence avec moi en réalité, c'est que sur scène, quand je suis là. C'est que tu peux pas. Enfin, j'existe en tout cas. Quand il y a un plateau, ça marche. C'est même. On peut pas dire que je suis pas populaire. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que quand je monte sur un plateau, grosso modo, tout le monde est content, voire très content, voire très 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 content. Donc, ça marche, c'est là. Mais effectivement, je suis pas noir, je suis pas juif, je suis pas rebeu, j'ai même pas un accent américain. Donc j'ai pas de choses hyper différenciantes qui soient et donc sur le coup et pendant des années, tout le monde se pose la question de merde, comment on fait pour vendre ce mec là. Et ce à quoi je résiste moi depuis des années, parce que moi je m'en fous de pas avoir, ça me dérange pas du tout, je suis persuadé qu'au contraire c'est mieux, je suis persuadé qu'au contraire, mais bon c'est encore, ça se trouve, des images que je me crée, mais je suis persuadé qu'en n'ayant rien de très différenciant comme ça, c'est aussi ce qui fait que sur le long terme, on n'est pas lassant. Et je suis même persuadé que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas encore enterré, alors que ça fait 10 ans que je suis là, et que ça fait 6-7 ans que je suis un peu exposé, qu'on me découvre, qu'on m'aime bien, que je suis là, mais je suis toujours là, toujours dans des salles petit à petit plus grosses. Et à ton avis, c'est parce que tu te renouvelles ? C'est parce que tu écris de nous. Pour moi, il est là l'axe différenciant, ce vers quoi on doit aller, nous les mecs normaux, et même les nouveaux en fait. Moi, je suis obligé de le faire vite parce que je suis un mec normal. Mais en réalité, même sur le long terme, on va arriver à ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que tu grattes sans arrêt du nouveau, parce qu'on a envie de voir des gens qui font des choses neuves, on a envie de voir des gens qui et il est là l'axe différenciant en fait. Plus tu vas fouiller, et c'est Louis C.K. qui dit ça, je sais plus dans quelle interview j'avais vu dire ça, mais en fait plus t'écris, plus t'es obligé de fouiller, et plus tu fouilles, plus tu trouves les choses différenciantes. Et effectivement, plus personnel, tu creuses à l'intérieur de toi. C'est ça. Et des angoisses, de la peur. Tu commences à écrire des choses qui dérangent en fait, qui sont curieuses, qui sont des idées qui sont pas normales. Et au moment où tu te rends compte qu'en fait tout le monde les a. Voilà, je me souviens moi la première fois que j'avais vu un type faire ça, c'était Frédéric Recrosio, où vraiment j'avais adoré son spectacle. C'était Rêver, mûrir et coincer les malheureuses, quelque chose comme ça, ou Rêver, grandir et coincer les malheureuses. Et j'avais vu son spectacle au Trévise, vraiment putain de bon boulot. Et à un moment il parle d'un truc où il dit j'arrive pas, je sais pas comment. Il y a un moment dans ta vie t'arrives pas à larguer ta copine. Et t'arrives à un stade où tu finis par te dire ce serait tellement mieux qu'elle meure
parce que j'aurais pas besoin de la larguer. En plus, je passerais pour un héros, le mec qui a survécu à tout ça. Et ce moment-là, j'ai vraiment eu le tilt et j'ai vu le rire dans la salle. J'ai dit bah oui, en fait, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Ce serait tellement plus simple qu'elle meure. Et t'en arrives au stade où tu préfères perdre la vie de quelqu'un que t'as aimé. De prendre cette responsabilité de larguer. Par pur confort. Et ça, c'est... Ouais, t'arrives c'est des choses qui sont beaucoup plus osées. Alexis Macquart, qui est très très fort pour aller chercher des choses... Enfin, c'est du puissant en fait. C'est même plus du rire, c'est de la puissance intellectuelle. Mais par exemple, Alexis Macquart, maintenant, il est dans le Desperate Houseman et tout. Il faisait ce one avant et j'avais l'impression que ça marchait un peu, mais c'est confidentiel. C'était pas non plus. Non, alors pas, c'est pour une raison toute simple. Hein. Enfin, selon mes analyses pointues de mec qui n'y connaît rien. Mais pour moi, Alexis, c'est un humour de mec. Donc on est tous convaincus par Alexis Macquart. Tous les stand-uppers sont convaincus par Alexis Macquart parce qu'on est des mecs et qu'en plus on aime le stand-up. Donc on peut que être convaincu par son taf. C'est une vraie performance, on aimerait être aussi fort que lui. Mais on est des mecs. Et c'est les meufs qui sortent. Et les meufs, elles aiment voir une belle gueule, elles aiment qu'on s'adresse à elles. Alexis, tous les sujets qui c'est trop hard contre les femmes en fait. C'est très masculin. C'est vraiment des sujets masculins. Pourtant, Louis C.K., pourquoi il marche? Chris Rock, par exemple, ils font, surtout Louis C.K. Mais on est aux États-Unis aussi, hein. C'est pas les mêmes. Et pourquoi, c'est quoi la différence? Moi, je pense que vraiment, pour le coup, une écriture à la Louis C.K. en France, elle pourra pas fonctionner parce que c'est trop viril. C'est bien là. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à raconter, mais je pense qu'il faut toujours avoir cette espèce de prisme, un minimum féminin, parce qu'on a une société qui est beaucoup plus féminine dans à la fois machiste et féminine. C'est ça qui est bizarre, je trouve. C'est peut-être l'image que je m'en fais, mais en tout cas quand je vois les stand-up américains, j'ai l'impression qu'un mec il peut monter sur scène et clasher le public et qu'il y a cette espèce de liberté de ton et qu'on admire l'humoriste pour cette liberté de ton. Ici en France, peut-être que c'est le cas partout en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas en France, j'ai l'impression que dès qu'on a une liberté de ton comme celle-ci, on marche sur des œufs. On est plus au service du public ici que aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est peut-être le fait d'avoir eu énormément de matériel, d'avoir vu énormément d'humoristes. Les mecs, quand ils viennent s'asseoir dans une salle, j'ai l'impression qu'ils saluent une performance. Et que des bons stand-uppers, s'ils se permettent de sortir un petit peu du... quand je dis ça, c'est pas de l'irrespect ou des trucs comme ça, mais c'est que un mec qui va faire de l'humour noir, il peut vraiment faire de l'humour noir sans jamais le désamorcer. Parce que on le sait que c'est du second degré. En France, si tu désamorces pas, il y a toujours une Brigitte pour être un... mais j'ai l'impression que quand même il y a des gens qui font de l'humour assez noir. Ça marche très bien. Gaspard Proust, Pierre-Emmanuel Barret, il fait assez noir. Walter aussi. Donc il y a quand même un marché pour ça. Ouais, mais il est pas énorme, hein. Alors on parle de Gaspard pour le coup. Gaspard, il a eu cette je pense pas que ce soit l'humour noir qui l'ait fait émerger. Je pense que c'est plutôt sa qualité d'écriture. Et puis justement, pour le coup, on en parlait tout à l'heure de t'es qui toi. Gaspard, clairement, on a un personnage très simple, très lisible. Les journalistes adorent ce genre de truc. Et en plus, il est trash par rapport aux journalistes. C'est-à-dire qu'eux, il va démarrer en leur disant bon, alors les auteurs ratés. donc est-ce que c'est quelque part, c'est trash, mais c'est bien écrit, donc il gagne le respect. Et il s'adresse à une frange d'un public qui est particulière. Parce que dès qu'il a explosé... Enfin, moi, pour le coup, Gaspard, j'ai été... on s'est beaucoup vu quand on faisait des plateaux à l'époque. On a démarré vraiment en même temps. Et quand on était au Changeman, quand on était à toutes ces scènes ouvertes, il était là, mais on faisait autant de rire, lui et moi. Et d'un coup, il a trouvé sa cible. C'est-à-dire les mecs... c'est du friqué, c'est le 16e, c'est de l'humour de droite, quoi. C'est pas négatif du tout ce que je veux dire, mais c'est que d'un coup il s'est retrouvé confronté à des gens qui venaient en ne se sentant pas concernés par son propos. C'est-à-dire quand il disait vous êtes des cons, toute la salle fait c'est vrai, les autres sont tous des cons. Donc c'est pas quand tu montes sur scène au Café de Paris en disant vous êtes des cons, les gens dans la salle font enculé. Alors que quand tu montes dans la salle de Gaspard, vous êtes des cons, les mecs vraiment se sentent pas concernés par ça. Ils peuvent être attaqués de plein fouet en se disant
etc. Ils peuvent être violentés de manière globale sans que ça les dérange parce que ils ont cette espèce de confiance. Ouais, ils se sentent pas concernés. En fait. Voilà, c'est ça. Et aux États-Unis, je trouve, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a ça. J'ai l'impression que quand tu montes sur scène en disant vous êtes des cons, tu vois, quand tout le passage de Louis C.K. sur les faguettes, qui est génial, qui est super. Voilà, et il est très violent, mais finalement il y a aucun moment où dans le public où il y a un frémissement de c'est un peu chaud pour démarrer. Non, mais parce que pourquoi ça marche? Parce que oui, c'est chaud au début. Parce que la première chose, il dit, parce que quelqu'un dans ce spectacle-là dit, tu vois, un cri de début de spectacle, il dit, tais-toi, faggot. Et donc, du coup, il y a une malaise. Mais le truc, c'est qu'il explique. Exactement. Parce que son discours est très intelligent, parce qu'il a complètement raison. On dit tapette, je pense que c'est le même en français, pas forcément vraiment dire quelqu'un qui est homosexuel, on le dit pour quelqu'un qui est faible, tu vois, et donc il démortise le sens de... Je suis pas sûr que ce mot existe, mais je suis d'accord avec toi. T'as compris? J'invente mon langage à moi. Mon langage. Et donc, parce qu'il a un discours très intelligent derrière, il gagne le public. Mais malgré tout, en France, est-ce qu'on a de la place pour ça tout de suite, maintenant? Mais pourquoi pas? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore. Est-ce que je me pose la question. On n'a pas encore balayé tout ce qui était faisable en grand public. Mais même sans grand public, Louis C.K. Les États-Unis est plus grand, donc ça c'est l'avantage quand même. C'est-à-dire que si tu plais à 1% de la population, c'est quand même des millions de gens. Mais même sans parler de juste la taille, je me pose la question souvent, est-ce que c'est notre responsabilité de habituer le public à ce genre de choses, ou est-ce que il faut juste attendre jusqu'à ce que Ah non, pour moi, il faut qu'on attaque maintenant. Oui. Mais par contre, faut pas qu'on s'attende à ce que ça réussisse maintenant. Oui. Ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. C'est notre responsabilité d'humoriste de faire avancer les choses. Maintenant, je pense que ça émergera. Pour moi, on est des skateurs, tu vois. C'est comme quand moi je faisais du roller quand j'avais 16 ans, il y a toujours des skateurs de 20 ans et c'est des brutes, les mecs. Ça fait 10 ans qu'ils font du skate. Et après, t'as des skateurs, ils ont 30 ans. Et alors, eux, c'est des mecs, à l'époque où le skate n'était plus à la mode, ils étaient déjà là. Ouais. Et ils ont travaillé. Puis maintenant que le skate revient, les mecs, c'est des brutasses. Et je pense qu'on est ça, nous. Ouais. Là, à mon avis, on est dans une phase. En plus, c'est intéressant même au niveau humoristique de voir les différentes phases qu'il y a eu. Là, on a eu une telle exposition d'humoristes que du coup, les gens en ont mangé plein. Ouais. Mais ils en ont mangé tellement que ça y est, on a fait le tour des sketchs à perruque. On en a eu 3000, on ne demande qu'à en rire. Ouais. Je suis même pas sûr que 3000 soit le bon chiffre, tellement il y en a eu énormément. Ouais. Et on a eu cette dose-là. Et donc, du coup, pour découvrir des humoristes sur scène, on a envie de voir autre chose, et c'est là que nous on intervient. C'est là que nous les skaters on intervient. On est là avec nos manières de transgresser le public. Mais malgré tout, faut qu'on le fasse tout en finesse, parce que si on attaque tout de suite avec Faguette, je pense qu'on va mener un combat si on fait ça. Tu vois? Mais pourquoi les Français sont différents? Parce que si tu fais le même technique, c'est-à-dire si tu peut-être abordes un sujet un peu trop chaud, mais tu expliques que tu as un propos intelligent derrière. Je me pose la question aussi, parce que je te pose la question, parce que je me pose la question. Parce que c'est intéressant de voir pourquoi on arrive... aussi, c'est un cliché des États-Unis, c'est-à-dire que il y a énormément de stand-uppers pourris qui font le même blague qu'on a entendu 1000 fois. On parle de Louis C.K. parce que c'est le mec qui en avance. Et donc c'est celui qu'on entend parler dans d'autres pays. Et donc justement, c'est intéressant de voir pourquoi. Qu'est-ce que la France a, qui fait que ça marche pas, ou est-ce que c'est notre appréhension ou... peur, parce que en fait je pense que la peur c'est quelque part que Alexis Mercard qui ose aller dans une certaine direction que d'autres n'osent pas, et peut-être s'il essaie de faire ce one man show il remplit pas, et donc c'est peut-être on a cette peur de dire si je tape trop fort dans un certain sens, je vais plus remplir ma salle. Aussi avec Dieudonné justement, c'est un truc très pour le coup, mais lui il remplit sa salle. Il remplit sa salle. Ouais. Mais c'est compliqué à voir. Ça c'est intéressant parce que jamais aux États-Unis tu seras censuré, c'est ça, d'avoir dit quelque chose sur scène. Ouais. C'était très bizarre, tu vois. Et ça c'est arrivé dans les années 50, début des années 60. C'est pour ça que Lenny Bruce est considéré
le parrain de tout ce qui est stand-up parce que c'est lui qui a brisé, c'est lui qui est allé en prison pour ce qu'il a dit sur scène pour que tous les humoristes après lui n'avaient pas besoin d'y aller. Ce que ça a créé derrière, c'est que c'est des humoristes qui ont dit putain, lui, nous, en fait, ce que ça a créé, c'est complètement différent. C'est que ce qu'a fait Dieudonné, il est allé dans un endroit sans parler du propos pur parce que c'est compliqué, parce qu'on peut difficilement s'exprimer là-dessus sans avoir très vite des raccourcis qui se font, mais en tout cas Dieudonné, son expertise c'est le rire, et pour le coup il est marrant, on peut pas dire le contraire, tu peux pas dire, moi je suis allé voir le spectacle et honnêtement ça m'a fait chier tous les trucs sur les juifs, etc. J'ai l'impression que c'est un combat qu'il devait plus mener parce qu'il est arrivé à un stade au-dessus. Et puis finalement, bah si, apparemment, c'est encore un combat qu'il voulait mener ou un combat avec lequel il riait. Enfin, on sait pas. Et en tout cas, personne ne peut s'engouffrer là-dedans en disant ce mec avait raison. On peut pas aller là-dedans. C'est un des trucs que je trouve dommage, c'est que il a pas. Il a pas ouvert la porte. Moi, après, je ne sais pas ce qu'il pense, je suis pas dans sa tête, mais il y a 5 ans, c'était avant qu'il fasse baptiser sa fille. Donc c'est peut-être il y a plus que 5 ans, mais je m'étais dit, putain, là, en fait, quand tu regardes son sketch chez Marc-Olivier Fogiel, c'est la plus grosse vanne du monde, hein. Le sketch, il est pas du tout tendu. Et là, pour le coup, il a réussi quelque chose de donné, c'est qu'il a repoussé une limite. C'est que ce sketch-là qui était choquant à l'époque, aujourd'hui, on le regarde, et c'est il y a 10 ans, hein, on le regarde vraiment. Tu te dis, c'était quoi le problème? Pourquoi il y a eu un calme du coup sur le plat? Pourquoi il y a eu cette gêne là? Parce qu'il a dit le mot juif réellement, c'est ça, ou parce qu'il a sous-entendu des trucs. Mais en vrai, le sketch n'était pas choquant. Donc il a réussi quelque chose, c'est repousser la limite. En revanche, peut-être qu'il faut, tu sais, comme quand t'es en ski et que tu traces et que t'attends tes potes sur le bord de la piste, on dit je vais plus vite que vous. Peut-être faut les attendre. Faut peut-être pas continuer à partir. Et je crois que c'est ça qui. Mais aussi la différence avec Dieudonné ou comparé à Lenny Bruce, si je peux faire cette comparaison, c'est Lenny Bruce avait toujours un discours de gauche. C'est ça la différence aussi. C'est-à-dire que Dieudonné, on sait que hors scène, il a un propos qui est ça entache forcément son propos de scène. C'est pas un truc où tu te dis, parce que Lenny Bruce c'était impressionnant pour le coup. Donc c'est ça une grosse différence déjà. Et c'est qu'on peut s'engouffrer derrière parce que le discours il est pas violent en fait. Celui de Dieudonné, il est quand même assez quoi. Mais et à la fois c'est pas la même époque non plus. C'était il y a super longtemps. Aussi. Lenny Bruce, ça fait 60 ans, quoi. Puis il disait des choses dérangeantes. Finalement, Dieudonné, il dit des choses qui dérangent certains. Et c'est des trucs, moi, personnellement, vraiment, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que complot, pas complot, genre, tout ce qui se passe dans sa tête là, que ce soit vrai ou non, finalement, quand je suis assis dans sa salle et que je vois la qualité de ce qu'il amène, je me dis, mais quand tu vas ne les entache pas par un discours qui est politique, du coup. Parce qu'il a beaucoup de talent, c'est... incroyable. Mais du coup, dès que c'est politisé, moi ça me dérange, en fait ça m'amuse plus. Et voilà la fin de la première partie avec Verino. Si vous voulez le voir, il faut aller au Grand Point Virgule dans le 15e arrondissement. Ça vaut le coup. Et si vous voulez me voir, je joue tout le mardi en français mon spectacle à New York et à Paris au Théâtre Gymnase. Tout le jeudi, je joue dans une pièce que j'ai coécrite avec ma chérie qui s'appelle Jeune couple cherche public au Théâtre Montmartre Galabru. Et tout le dimanche, je suis à la Nouvelle Scène pour mon spectacle en anglais à 18h. Et aussi tout le vendredi à 21h30, j'anime le plateau de New York Comedy Night qui est le meilleur plateau de stand-up en anglais à Paris. N'hésitez pas à liker le page Donc Voilà Quoi sur le Facebook, bien sûr. À bientôt.